Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode spécial hors série de La Voix de Saint-Georges avec votre animateur Steve. Aujourd'hui, comme le sujet du prochain épisode de La Voix de Saint-Georges va être sur la peur, je vous propose une traduction d'une partie d'une entrevue avec M. Joseph Ledoux. C'est un neuroscientifique et puis sa recherche est principalement sur les circuits de survie, incluant leur impact sur les émotions comme la peur et l'anxiété. Bonne écoute. Nous avons deux sortes d'expériences significatives dans nos vies qui occupent l'esprit humain. Une est une sorte qu'on peut appeler la conscience des faits. Cette chose est là. L'autre est ce qu'on pourrait appeler la conscience de soi. C'est moi qui est conscient que c'est une bouteille. C'est à un plus haut niveau. C'est ce qui semble être unique à l'esprit humain, la capacité de représenter le soi en tant que sujet. En d'autres mots, d'avoir des expériences subjectives qui ont un passé personnel. Pas juste le passé, mais ton passé. Tu l'as vécu. Et un présent personnel et un futur potentiel que tu peux imaginer différents scénarios où tu existes à l'intérieur de dans le futur. C'est appelé la conscience autonoétique, l'habilité de savoir par soi-même où on est dans le temps. C'est une idée qui a été proposée par un gars s'appelant Endel Tulving, un psychologue très distingué qui est maintenant retraité. Mais son idée est que l'aspect unique de l'esprit humain est le voyage dans le temps mental. L'habilité de se projeter dans le passé, le présent et le futur. Et sans cette sorte de conscience, on est limité à une conscience des faits. Quelque chose est là. Je peux dire de la nourriture est là, à boire est là, un partenaire sexuel est là, mais pas nécessairement que je veux cette nourriture. Tu peux avoir une sorte de désir biologique envers ça. Maintenant, de l'extérieur, on dirait que tout ce qu'on fait est intentionnel et volontaire. Donc, je pense que je contrôle mon comportement. Tu penses que tu contrôles le tien. Je te vois faire quelque chose que j'aurais fait semblable dans une situation et je pense que tu contrôles volontairement ça. On voit un chien qui fait quelque chose qui ressemble à ce qu'on ferait. On pense qu'on sait pourquoi le chien a fait ça, parce qu'il y aurait une intention. Mais le fait est que si on commence à déconstruire ces parties dans le cerveau, on voit que les systèmes qui contrôlent des comportements très simples ne sont pas ceux qui font tout ce travail de pensée consciente de haut niveau. Prends l'exemple du sujet que je travaille depuis toutes ces années, qui est la détection de la menace. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est clé dans la détection et à la réponse à une menace, d'une manière de base. Si une menace arrive, tu figes. Si un serpent, par exemple. Maintenant, à cause de ça, c'est assumé que la raison pourquoi on fige est parce qu'on a peur. Et donc, l'amygdale serait ce qui crée la peur. Parce que l'amygdale ressent la peur, c'est pourquoi on produit cette réponse. Mais pour un très longtemps, pour la majeure partie de ma carrière, j'ai dit que l'amygdale ne ressent pas consciemment la peur. Et malgré ça, mes travaux ont été utilisés pour vendre et défendre l'idée que l'amygdale est le centre de la peur du cerveau. Et je pense que c'est totalement faux. En partie, c'est de ma faute, car je n'ai pas été aussi vigilant que j'aurais dû l'être quand je le décrivais. Ce que j'ai fait est que j'ai parlé de l'amygdale comme un état de peur inconsciente. Une peur inconsciente implicite, pendant que le néocortex, c'est là où on ressent la peur consciemment. Ces choses sont séparées. Mais c'était trop compliqué, le journaliste l'a comme ignoré et c'est devenu l'amygdale est le centre de la peur du cerveau. Même les scientifiques l'ont ignoré parce qu'on étudiait et j'ai dit OK,
On en parle en termes de peur parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui était dirigé vers la recherche, si vous étudiez la peur et comment on peut la traiter. Mais je pense que ça a été un mauvais chemin parce que ça l'a mené au développement de médicamentation qui ne fonctionnent pas vraiment. Alors, toutes les grosses compagnies sortent de la business de l'anti-anxiété, de l'anti-peur, parce que les gens ressentent encore la peur ou l'anxiété quand ils prennent ces médicaments. Xanax, Benzo, c'est soit qu'ils sortent de ces produits-là ou ils les réaffectent pour d'autres utilités. Mais ce qui arrive est que les médicaments de base qui ont été découverts dans les années 60, presque accidentellement dans certains cas, au lieu de par des hypothèses, donc les seules choses qui ont été découvertes depuis ce temps-là sont plus des versions de la même chose, avec un peu moins d'effets secondaires. Mais il n'y a pas eu de découverte de nouvelles sortes de médicaments qui vont aider les gens. Puis pourquoi est-ce que c'est le cas? Bien, la manière que les médicaments sont découverts, prends un rat ou une souris, mets-le dans une situation difficile, donne-lui différentes médicamentations, puis ceux qui rendent l'animal moins timide dans ces situations, on assume que l'animal est moins peureux, donc c'est pour ça qu'il est moins timide. Donc, quand on le donne à une personne, il devrait être moins peureux. Mais ce que tu trouves, disons qu'une personne a de l'anxiété sociale, mais il peut trouver ça plus facile d'aller à un party et ils sont moins timides, mais ils sont quand même anxieux quand ils sont là. Puis la raison qu'on sait maintenant, c'est que les dommages à l'amygdale dans une personne, ça n'élimine pas nécessairement le sentiment de peur dans la personne. Ça élimine les réponses corporelles, mais pas le ressenti. Donc, c'est une incompréhension de ce que peut nous dire le comportement. On traite le comportement comme si c'est un ambassadeur de l'esprit, mais le comportement est réellement un outil de survie qui remonte aux premières cellules qui ont vécu, qui devaient se défendre contre le danger. Tu avais des cellules bactériennes qui se déplacent dans l'eau, ça rencontre ce qui serait un type de produit chimique qui est une toxine. Bien, aussitôt que c'est détecté, il rebondit puis il s'en va dans une autre direction. S'il rencontre ce qui serait quelque chose comme un nutriment, il continue et va l'absorber. Donc, ils ont l'habilité de détecter ce qui est utile ou nocif dans leur vie. C'est pas là pour la psychologie. Ils sont simplement là pour garder l'organisme en vie. Plusieurs des comportements qui persistent dans l'histoire de la vie sont comme ça. Ils sont là car chacune des cellules et les cellules dans notre corps doivent faire toutes ces choses pour rester en vie. Donc, l'organisme dans son entier doit le faire aussi. Se défendre contre le danger, incorporer les nutriments, balancer les fluides, se thermoréguler, se reproduire. Donc, ce sont des outils de survie, pas des outils de l'esprit. On peut utiliser notre esprit en union avec ces choses et à cause qu'on peut, on va unir à chaque fois que l'on fige en face d'un serpent au fait que c'est la peur qui nous cause qu'on fige. Mais la peur, c'est un procédé séparé. C'est la conscience que ces choses-là nous arrivent à nous. S'il n'y a pas de conscience de soi, il n'y a pas de peur.